Radio Tennis Play. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts. Un petit peu de silence. Merci. À Monte-Carlo, les larmes ne sont pas venues du ciel, comme on nous l'avait annoncé, mais des yeux de Guy Forget, de son équipe et de tous ceux qui soutiennent l'équipe de France de Coupe Davis. De la défaite contre les États-Unis, au départ donc de Capitaine Guy, ce week-end de Coupe Davis sera bien évidemment le thème principal de cette émission. À mes côtés, pour débriefer tous ces événements, celui qui est désormais notre capitaine à tous, Jean-Paul Lotte. Bonjour Jean-Paul. Bonjour messieurs, bonjour. Je suis Jean-Paul. très content d'être capitaine. C'est bien. Rebelote. Rebelote. Alors Jean-Paul, l'image qui t'a marqué de ce week-end monégasque, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, mais on est forcé, quand on est un ancien capitaine de Coupe Davis, de retenir cette magnifique image de cette équipe de France qui est en pleurs au moment où Guy Forget fait son discours sur le terrain. Et je veux dire que c'est arrivé très rarement. Je n'ai pas le souvenir quand je suis parti de l'équipe de France que les joueurs aient pleuré. Donc, j'ai trouvé ça assez joli. Et puis j'ai trouvé en plus, en dehors de l'image, le discours de Guy absolument superbe. Il a tout dit de ce qu'il fallait dire quand on est un capitaine d'une équipe sportive représentative de son pays. Lorsque l'équipe de France est en action, il n'est jamais très loin derrière. C'est Vincent Cogniet de l'équipe qui est avec nous. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué de ce week-end monégasque, Vincent ? Alors moi, le souvenir, c'est pas une image, c'est un son. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'on a fait une dernière interview de Guy Forget à l'heure hôtel, on va dire entre 1h et 2h du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Donc on attendait. Les joueurs célébraient le départ de Guy dans leur propre salle. Et je ne sais plus vers quelle heure, minuit et quart, minuit et demi, est montée une Marseillaise spontanée et très émouvante. Donc des joueurs qui étaient avec Guy dans un salon. Exactement, et donc tout le lobby s'est un peu arrêté d'écouter ça. À quelle heure? À minuit? Oh oui, facilement, oui, je me souviens plus, mais il devait être à la fin de la troisième mi-temps. Voilà, ils attaquaient la quatrième, mais c'était un moment assez fort, franchement, honnêtement. Ce grand fan de John Isner est encore plus sous le charme du joueur américain après ces 3 jours passés en principauté. C'est mon camarade Julien Pichenet. Salut Julien, alors toi, bonjour. Ton image du week-end monégasque. Je pourrais répondre Isner, on en reparlera je pense largement durant cette émission, mais j'ai été très marqué, alors c'est la 2e année qu'il est capitaine, mais par la décontraction du capitaine américain Jim Courier, costard cravate, lunettes noires, main dans les poches. J'aimerais avoir les avis de vous tous tout à l'heure, mais je trouve ça assez étonnant et j'aime beaucoup. Voilà. Et puis dans quelques instants, nous aurons au téléphone Nicolas Escudé, qui était aussi à Monte-Carlo. Nicolas qui, vous le savez, est l'un des successeurs potentiels de Guy Forget à la tête de l'équipe de France, mais qui est surtout, pour le moment, le capitaine de l'équipe de France de Fed Cup, qui dispute prochainement à Besançon un match de barrage afin de se maintenir dans le groupe 2, la 2e division de la Fed Cup. Allez, les présentations sont faites. Radio Tennis Play, saison 1, épisode 9, c'est parti. Radio Tennis Play. C'est un peu dur ce matin, on a du mal à retrouver la vie parisienne après ce week-end monégasque. Moi, je suis un petit peu coincé. Alors, les couleurs que vous affichez, ça ne m'étonne pas. Depuis le soleil là, pendant 4 jours. Alors, mes amis, ce succès des Américains contre les Français, qu'en avez-vous pensé ? Finalement, je me disais qu'au regard du week-end, c'est assez logique. Il y avait un joueur en simple qui était plus fort que les Français. Leur double est potentiellement plus fort, ça a été le cas. 2 points d'Isner, 1 point du double, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Et on passe à la casserole, tout simplement. Vas-y, Vincent. Ouais, moi, j'ai envie de dire déjà que c'est plus un succès des Américains qu'un échec des Français. En tout cas, c'est mon ressenti. Je trouve que les Français ont été incapables de se hisser au niveau exigé par les Ricains sur ce week-end. Le bon exemple, c'est le double, où ils ont vraiment fait un match, on va dire, moyen plus. Et encore, je suis gentil. Ouais. Avec je suis gentil. Avec des brains impeccables. Bon, voilà, un point pour les Ricains. Et puis, les 2 simples.
C'est juste une histoire de niveau de jeu. Je pense que c'est pas... Alors après, il peut y avoir des explications, des raisons accessoires, secondaires, etc. Mais la raison numéro 1, c'est qu'on a un mec qui s'appelle John Isner, qui a mis une tôle à Simon et qui a battu à la régulière Jo-Wilfried Tsonga. C'est tout. Après, on peut expliquer la défaite par d'autres éléments, accessoires, je dirais. Mais la raison numéro 1, c'est celle-là. Il est pas Isner de semaine en semaine. C'est le joueur dont on a le plus parlé en février et en mars, sans doute. Il vous a fait quelle impression, Jean-Paul John Isner? Parce qu'on se demande où il va s'arrêter. Il progresse à vue d'œil. Sur terre battue, maintenant il adore ça, la terre battue, et il a dit en conférence de presse, oui, je vais faire partie des favoris à Roland-Garros, et si je joue comme ça à Paris, je pourrais battre du monde. On le croit. Mes 3 meilleurs matchs de l'année, je les ai joués sur terre. Bon, je vais tempérer un petit peu l'enthousiasme à propos de John Isner, qui était magnifique. Bon, ce que Vincent vient de dire, ce que tu viens de dire, bon, vous avez laminé les uns et les autres comme dans une aciérie, et normalement parce que Isner était au-dessus, en simple, de nos 12 joueurs, y compris de Joe. Et puis le double, alors là, le double, il n'y a pas photo, quoi. On n'a jamais été capable de prendre le service des deux Bryan. Donc, Isner, oui, mais j'ai encore le sentiment, malgré tout, que c'est le joueur sur terre battue de 1 ou 2 coups. Je sens qu'il est capable de gagner 1, 2 ou 3 matchs comme ça d'affilée, en battant même les meilleurs. Mais je n'ai pas le sentiment qu'il soit armé pour la longueur d'un grand chelem, pour la voire d'un Mastersfield. Tout à fait ça. Voilà pourquoi je tempère un petit peu, mais la qualité de jeu de ce bonhomme, sa décontraction, le courage qu'il a de jouer le coup qu'il faut jouer au moment où il faut le jouer. Mais c'est ça ce qui était incroyable. Ouais. Avant de se faire breaker, John Isner a sauvé 11 balles de break sur 11. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre quasiment un match 3/4 avant que Jo-Wilfried Tsonga réussisse à lui prendre son service. Et encore, c'était une double. Et c'était une double. Toutes les autres balles de break, il les a, on peut le dire, il les a sauvées. Ouais. Il est vraiment allé les chercher. Où il a servi un avion, où il a fait une deuxième balle. Quand il sert des deuxièmes balles, elles sont absolument ahurissantes. Il fait des kicks extraordinaires. Ou alors, il a fait un enchaînement service plus accélération de coup droit. Enfin, c'était avec maîtrise. C'est assez impressionnant quand même. Je pense qu'il est... il a des schémas de jeu très clairs dans la tête, je pense. Je pense qu'il sait exactement ce qu'il peut faire et pas faire, ce qu'il doit faire et ne doit pas faire. Et en plus, quand on a un mec comme Courir sur la chaise, qui passe son temps à dire le minimum de mots, mais des mots très précis sur des schémas de jeu, des options tactiques, oui, visiblement, et en essayant de le conforter, mots, des gestes aussi. Oui, de le conforter dans ses options, on a la tête relativement claire. Et donc, quand on a la tête claire, je pense qu'on joue mieux et de manière plus... Je ne sais pas si c'est votre avis, mais finalement, je trouve que le débat sur fallait-il jouer ou pas sur terre battue est presque balayé par la qualité de jeu de ce garçon. De toute façon, je pense qu'on aurait joué sur bouse de vache, gazon dur, parquet. Il était vraiment au-dessus de toute façon. Oui, on peut oublier l'histoire de la Terre parce que, a priori... oui, si Gaël, mon fils, avait été là, est-ce qu'il l'aurait pas on pensait quand même que ça allait être un piège au départ. Finalement, ça a été... je vois ça comme ça, moi. Ça a été un petit peu l'arroseur arrosé. Monte-Carlo, l'endroit où les Américains sont maudits depuis des décennies. Début avril, peut-être la pluie, peut-être le froid. Finalement, il a fait très beau. Les Américains ont adoré, Isner a adoré Monte-Carlo. La terre battue était assez sèche. Il a fait un temps magnifique. Et ça a été un peu l'arroseur arrosé. Très sèche parce qu'il y a eu des bourrasques de vent qui ont balayé le sable qui pouvait éventuellement ralentir, donc elle était sèche et relativement dure. Et ce qui m'a frappé aussi dans ce comportement, c'est je crois qu'il a été à 0,30 ou 15-30, 7 ou 8 fois dans le 3e et le 4e set. Et je n'ai jamais eu le sentiment, pour ce qui me concerne, qu'il était en danger. Mais je pense qu'il n'arrivait pas à être inquiet lui-même. Non, mais quand, vous savez, on sent plus ou moins les choses. Quand on est à l'extérieur, on se dit, ça y est, c'est le moment où Joe va avoir sa chance. Et à chaque fois qu'il s'est retrouvé à 0,30 sur son service, je me suis dit, bon, on va voir ce qui va arriver. Et il est toujours arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'il est revenu à 30 presque systématiquement. Et quand il était à 30-40 une ou l'autre fois, il est revenu à 40. Oui, je pense que ça aide aussi d'avoir 2 premières balles. Oui, c'est-à-dire que je pense que c'est joli, quand même le... On entendait parfois le mec, il rate sa première et tout le monde dit « Ah,
Enfin, une Voilà. seconde Alors à jouer. que- Mais la alors que seconde, les elle est pires. presque pire que la première. Mais oui, Donc, il y avait des spectateurs qui criaient à Tsonga, monte sur l'escabeau. Je veux dire, tellement elle monte. Voilà. Enfin, c'est Bon, terrifiant. Ça aide aussi pas mal. Je pense. Et là, on va arrêter de réduire le jeu de John Isner à son seul service. Ah bah non, hein, bien sûr que non, parce bien que sûr. il y a 5 ans, c'était peut-être le cas. Son jeu reposait essentiellement sur son service, mais depuis, il a progressé dans tous les compartiments du jeu. Son revers est pas mal quand même si c'est le coup droit, son coup le plus fort. On le voit tenter des choses, monter au Y filet. compris de temps en dans son temps. déplacement. Et ses amortis, Oui, incroyable toucher de amortis. balle, On toucher était à de balle. côté, Vincent, pendant le match, on n'en revenait pas, on poussait des cris à chaque amorti parce qu'il est capable de faire des points là-dessus, alors qu'on l'ignorait. On ignorait qu'il était capable de faire ça. Il a un toucher formidable au filet aussi. Voilà, c'est un joueur qui devient de plus en plus complet. Et moi, je dis bravo parce que je pense, contrairement à ce que quelqu'un a dit il y a quelques semaines dans cette même émission, il va foutre la pagaille en top 10, ce grand joueur de 2 mètres. Alors après, le problème, c'est majorité des points, on les gagne quand même en Grand Chelem et en Masters 1000, mais surtout en Grand Chelem. Après, le seul bémol qu'on peut mettre, c'est capacité à enchaîner 7 matchs en 5-7 Il faut un bon sur tableau. une quinzaine. Et quand même, il le dit lui-même, d'ailleurs, il nous l'a dit lui-même à Indian Wells, c'est dur quand il a eu un match vraiment pénible et d'enchaîner. Ah bah, il Et consomme l'exemple type, le c'est bonhomme consomme de l'énergie, hein, forcément. Hein. Voilà, et il récupère moins vite qu'un mec de 1m80. Et bon, en Australie, on l'a bien vu, je crois qu'il gagne 18 au 5e sur Nalbandian. Le lendemain, il est perd rincé. sur Lopez, il est rincé. Donc ça, quand même, en Grand Chelem, la capacité de récupération entre 2 matchs est quand même un truc essentiel. Et vu son gabarit, c'est moins facile pour lui. Il faut l'éviter au premier et au deuxième Enfin, tour. cela dit, il faudra quand même pas trop le croiser à l'US Open, à mon avis. Hein. Ouais. Il vaut mieux pas trop le croiser n'importe où. Maintenant, hein. Non, mais si on imagine qu'il y a un grand chelem qui pourrait gagner, c'est peut-être celui-là. Pour l'instant, à mon avis, il n'est pas en état encore de gagner un grand chelem, mais comme c'est un joueur, alors là, on arrive dans un autre domaine. Physiologiquement, maturation physique, c'est un des joueurs qui a mis longtemps à venir. Vous savez, il y a des joueurs qui sont à maturité physique à 18-19 ans et d'autres à 24-25. Et lui, il fait plutôt partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire que je pense qu'il va arriver là maintenant à maturité physique et qu'il va récupérer normalement comme quelqu'un qui est fait. Voilà. Et dans les années qui viennent, peut-être va-t-il en gagner un grand chelem, mais il me semble qu'il a encore besoin d'un ou de 2 ans. Quoi. Il va avoir 27 ans dans quelques jours. Bon, on peut peut-être clore sur John Isner, évoquer un petit peu peut-être Jo-Wilfried Tsonga, qui, bon, on va dire, a rempli sa mission à moitié. Il a remporté son premier simple le vendredi, sans jouer de façon exceptionnelle, mais bon, il a tenu la baraque. Et est-ce qu'il y avait quelque chose de mieux à faire pour Jo-Wilfried Tsonga face à Isner dimanche? C'est un petit peu ça. Éviter de perdre son service au cœur du premier set. Avec 2 doubles fautes. Avec 2 fautes en coup droit. Il a vraiment donné. Là, il donne. Après... Je trouve qu'il n'a pas très bien joué en mais coup droit. Pourquoi donne-t-il? Parce qu'il se sent aussi sous pression, peut-être. Oui, mais il est Parce sans que, arrêt, voilà, sans arrêt vient... sous pression parce que l'autre prend sa chance à chaque coup. Cela étant, je trouve qu'on a beaucoup parlé de la puissance comparée des 2 joueurs. Bon, alors, allez, Isner sert plus fort que Joe. Il a une deuxième balle qui, à mon avis, est beaucoup plus gênante que celle de Joe. Mais dans le jeu, dans l'échange, c'est là que la surprise est arrivée. Parce que les rallyes, je ne suis pas sûr que Joe en ait gagné plus que l'autre, au bout de 4 ou 5 frappes. Et dans la vitesse de circulation de la balle, celle de Isner était supérieure à celle de Joe. Ça allait beaucoup plus et vite. là, la puissance comparée était vite... le comparatif a vite établi. Hein. C'est Isner qui jouait plus vite, plus fort et plus à l'intérieur du court. Donc voilà. Et dans sa manière de se déplacer, il nous fait oublier presque qu'il fait 2,6 m. Voilà. D'où l'option de Caprice Joe parfois de venir au filet, qui était quand même très bonne. Il a marqué pas mal de points, beaucoup plus de points qu'il n'en a perdu au filet. Après... pouvait-il venir plus? Non, il y arrive. Je ne suis pas sûr. Il est acculé sans arrêt. Exactement. Il faut quand même, on ne peut pas venir au filet quand on est 3 ou 4 mètres derrière la ligne. Donc, je cherche en vain. Il a fait un match qui n'a pas été son meilleur match, mais parce qu'il a été dominé dans quasiment tous les compartiments du jeu. Service, retour de service et échange à un certain nombre de temps, sauf à la volée. Je pense qu'il a marqué plus de points que Isner à la volée, parce que l'autre n'a pas besoin d'y venir trop souvent, puisqu'il fait le point quasiment au premier ou au deuxième coup. Enfin, cela dit, quand il vient, c'est le plus souvent aussi, effectivement, dans de très bonnes conditions. Quoi. Oui.
Donc avec son voilà, et puis envergure de il 9 vient poser ses volets, 30. ses volets C'est tranquillement. pas très facile de le passer, hein. Pas très facile de le lober non plus. Donc, Au-delà d'Isner, Julien en parlait, il y a un autre élément qui est quand même très important dans l'équipe américaine, c'est Jim Courier, hein, qu'on est en train de découvrir à ce poste. Alors il est vraiment étonnant ce Courier. Alors effectivement déjà il détonne parce qu'il est en costume sur le court, ce qui est très sympa, un petit peu à l'image des entraîneurs de NBA. Ouais, mais on Et voit puis jamais alors, ça en tennis. Il est d'un calme, d'une placidité, il parle très peu, même en conférence de presse, vraiment il choisit ses mots. Ouais. Enfin, vraiment, il est absolument étonnant et je pense qu'il est pour beaucoup dans la réussite de l'équipe américaine. Aussi, oui, je crois aussi. C'est tout sauf un frénétique. C'est-à-dire que aussi Mais ça dit, il bien- était bouillonnant sur le court oui, quand même. Oui, mais il a une manière de voir le boulot qui, je pense, est très rationnelle. Déjà sur le boulot lui-même à faire sur le court. Et parce que nous, on l'a vu dans la semaine, par exemple, préparer Isner sur le déplacement. Notamment, il lui a fait une séance de glissade coup droit absolument extraordinaire. Je pense que sur le court et sur la chaise et en dehors de la vie, c'est un mec, il essaie d'instaurer un truc très calme, relax, tranquille, pas du tout dans la frénésie. Allez les gars, on y va. Il faut C'est parler de absolument pas ça. ça. Il faut parler de C'est ses absolument postures. pas ça. Ses postures formidables. Il a les mains dans les poches. Il est en costard cravate. Bon, Hein revenons un petit peu. Il a la classe. Non, mais Il est. Moi, j'aime bien Jim parce que ça fait longtemps qu'on le voit, bien sûr. Ouais, mais on pensait pas qu'il était comme ça au début de sa carrière. Si, c'est son. Petit à c'est petit, sa on a vu manière qu'il avait de d'être l'humour. depuis un bon bout de temps. Là, on peut tempérer là encore un peu la réussite, c'est quand on voit Jim courir là avec que des qualités. Il a les mains dans les poches, il est avec un complet veston sur le court. J'aime autant la tenue sportive de Guy sur le terrain que, c'est pas mal quand que le même. complet veston. Ça se débat. Ça se débat. Ça véhicule quelque chose quand même hein, d'être oui, en mais costume. Ça véhicule quelque chose. Cela étant, on est sur une ère sportive, on est avec des joueurs qu'on entraîne, qu'on manage, qu'on coach. Bon, je suis plutôt favorable à la tenue sport, qui était très élégante d'ailleurs, celle de Guy. Mais je pense que l'attitude de Jim, si l'équipe américaine perd, elle aurait été très critiquée. On aurait dit, il a les mains dans les poches, il dit presque rien, il y a des moments où le joueur passe à côté de lui, il semblerait qu'il ne sait pas trop quoi lui dire. Je veux dire, il gagne, donc il a toutes les qualités. Attendons un petit peu que l'équipe Même s'il perd contre les Espagnols en demi, on ne mettra pas ça en En tout cas, je trouve qu'il y a une cause. concomitance entre l'attitude de courir et les besoins d'Isner, par exemple. Je pense que Isner n'a pas besoin d'un discours, enfin, n'a pas une impression d'avoir un besoin. On le remonte, mais en revanche, on le cadre précisément sur des choses extrêmement claires sur le court. Et Courir dit lui-même en conf, et je pense que c'est vrai. Moi aussi, j'ai une attitude super calme sur la chaise parce que je me concentre sur ce qui se passe sur le court. Et je veux que lorsque le mec vienne pour la minute 30 sur la chaise, je lui dis exactement les 3 ou 4 ou 5 mots qu'il faut lui dire. Aussi, donc je pense que c'est une manière de voir le job qui n'est pas... J'étais capitaine pendant 10 ans. Je sais aussi, comme vous tous, comment dirais-je, lire ce qu'on appelle en ce moment le langage du corps. C'est très à la mode. Ouais. Et il y a des moments où Jim, tout bon capitaine qu'il est, il a eu, j'ai bien suivi le truc, en particulier à la télé, il y a des moments où il ne savait pas trop quoi lui dire à l'autre non plus. D'ailleurs, il allait faire un tour derrière, il parlait avec les autres membres de l'équipe. Est-ce que c'est pas mieux de se taire? Ce qui est bien, c'est... Bah si, ce que je veux dire que... Voilà, mais avec les Brian, il leur dit rien. Tu peux rien leur dire, rien ne rentre. De type, ils sont dans leur bulle. Il aurait pu aller faire un tour. Quelque chose, ça ressort. C'est ce qu'il faisait au changement de côté. Je veux dire, il se levait, il partait, il allait discuter avec les autres membres de l'équipe. Je n'ai pas vu assister à une seule séance d'entraînement des Brian de la semaine. Pas une. Ils vont bosser dans leur coin, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Ils sont autonomes que Forget. Mes amis, je vous coupe. Nous avons un gagnant, un vainqueur de la Coupe Davis au téléphone. Nicolas, me reçois-tu? Oui, bien sûr. Ah, le voilà. Nicolas Escudé est avec nous. Merci, Nicolas, salut Nico. de prendre quelques temps. Bon, je pense que tu as reconnu les voix qui sont avec moi dans ce studio. Donc, il y a Vincent que tu connais bien, Jean-Paul Hutt et Julien Pichenet. Ton premier bilan, toi, sur ce week-end de Coupe Davis, déçu évidemment parce que tu es l'un des premiers supporters de l'équipe de France. Ce qu'on disait, nous, au début de l'émission, c'est que finalement, c'est assez logique ce qui s'est passé. Oui, tout à fait logique quand on voit le niveau auquel a évolué John Isner pendant tout le week-end. Il a été quasi intouchable. Alors que ce soit Isner ou ne serait-ce les Brian, vu que ce sont
3 joueurs-là qui ont ramené les 3 points aux États-Unis, la seule chose qu'ils ont laissé en route, c'est peut-être Isner, une double faute sur la balle de 7 que Joe conclut au 3e set. C'est à peu près tout ce qu'ils ont laissé en route. Donc une victoire tout à fait logique des États-Unis. Quel a été, toi, après, ça va être le deuxième thème de l'émission, on peut peut-être y passer. Ça a été le moment peut-être le plus émouvant. Ça a été le discours de Guy, toi qui as été longtemps en équipe de France. Tu étais juste au-dessus dans la tribune. Comment tu as vécu ce moment si particulier dont Jean-Paul, d'ailleurs, parlait au début de l'émission, donc le discours de Guy, tous ces joueurs qui se sont étreints ensuite. J'imagine que tu étais toi aussi au bord des larmes. Ouais, au bord des larmes, les larmes qui sont montées, mais un discours de Guy qui lui ressemble tout simplement, avec la passion qu'il a pour cette compétition, avec l'amour qu'il pouvait porter à ses joueurs et à son staff, et ça s'est senti dans son discours. C'est, on a tendance à dire, une page du tennis français qui s'est tournée. J'aurais presque tendance à dire, c'est limite un bouquin, quoi. Vu tout ce que Guy a pu faire pendant ces on va en parler. 14 années. 13 années, 14 campagnes de Coupe Davis. Est-ce que toi, ce que tu perçois un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui dans l'équipe, tu as le sentiment que ce qu'était aujourd'hui Guy Forget en tant que capitaine est très différent du capitaine que tu avais toi lorsque tu jouais ? Très différent, non, mais après forcément on évolue en tant que capitaine, campagne après campagne, génération après génération, parce que Guy a vu passer quand même pas mal de générations, donc on emmagasine pas mal d'expérience par rapport aux choses auxquelles on peut être confronté. Donc Guy a su évoluer à chaque fois, d'année après année, en fonction des générations qu'il a pu avoir. Je pense que quand il est arrivé à la tête de cette équipe, il était en apprentissage un petit peu du poste. Quand moi et ma génération nous sommes arrivés, il était déjà beaucoup plus rodé. Donc c'est vrai que ça a roulé, ça se passait vraiment très très bien. Bon, même s'il y a eu des moments un peu compliqués parfois aussi. Oui, mais il y en a ne serait-ce tous les ans, des moments à un moment donné un petit peu compliqués, des conflits à un moment donné à devoir régler. Il y en a et il y en aura sur toutes les générations, et c'est le rôle d'un capitaine, tout simplement. Mais c'est important ce que dit Nicolas, parce qu'il n'y a pas d'équipe qui n'ait pas de problème, quoi. Les joueurs ne sont... Les tensions inhérentes entre les joueurs, elles sont... Oui, mais entre les joueurs, humaine, donc même quand il n'y a pas de tension entre les joueurs, il suffit qu'un joueur ne se sente pas bien pendant les jours de préparation, qu'il ne sente pas son tennis, qu'on n'arrive pas à trouver la faille qui est là, il commence à être nerveux, il accuse un peu tout le monde autour de lui, normal, quoi. Donc ça crée des tensions, c'est pas forcément parce que les joueurs s'entendent pas entre eux, mais en plus il y a des moments où il y a des équipes où les joueurs s'entendent pas entre eux, où le capitaine et l'entraîneur ne s'entendent pas particulièrement avec les joueurs, parce que l'entraîneur du joueur en question n'est pas d'accord avec leurs options. Enfin, il y a plein de paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte, et le rôle du capitaine, et c'est là que Guy, comme Yannick, sont remarquables, comme Nico le fait avec les filles, il faut adoucir tout ça tout en restant dans l'efficacité et dans l'option, il faut qu'on gagne, quoi. Voilà. C'est amusant, lors de sa conférence de presse, Guy Forget a évoqué ses souvenirs et parfois des moments où il a regretté d'avoir été un petit peu diplomate. Il aurait aimé parfois être peut-être un petit peu plus homme à poigne sur certains moments, sur peut-être certains discours avec des joueurs, certains tête-à-tête avec certains joueurs pour leur dire leur vérité. Donc il a regretté un petit peu ça. C'est vrai qu'il a une image de quelqu'un qui est assez diplomate, Guy Forget. Vincent, toi qui suis l'équipe de France depuis longtemps, comment tu vois l'évolution de Guy Forget tout au long de ces années? Je pense que les 5 premiers matchs, c'est-à-dire du premier tour de 99 jusqu'à Florianopolis, il apprend. Et en plus, Florianopolis, c'était un premier tour contre le Brésil, ouais. en Il apprend son 2000. job, et là, il est confronté à 2 personnalités assez particulières, qui sont messieurs Cédric Pioline et Fabrice Santoro. Et qui apporte beaucoup à l'équipe de France, mais dans un certain style, on va dire. Et donc là, je pense qu'il subit les événements. Il n'a vraiment pas la main mise et surtout sur Pioline, qui tient quasiment l'équipe à lui tout seul. Je pense que le premier moment décisif vient du barrage de Rennes en 2000,
où en gros il fait table rase d'un certain passé et il amène les petites jeunes de l'époque, Clément, Scud, Gros, Sébastien Grosjean, enfin, ce qui formera ensuite le noyau dur de l'équipe. Et je pense que là, il a à disposition un groupe de joueurs qui convient parfaitement, qui sont totalement en phase avec lui au niveau de l'esprit et de la manière de voir la chose, et il l'amène en gros jusqu'à la finale de Bercy, quoi. Et là, pendant 2 ans, 2 ans et demi, bon là, il est... C'est la victoire de Melbourne, c'est la finale de Bercy, tout ça. Il gère pas mal quand même, 99. Hein, quand on perd à Nice contre les Australiens. C'était compliqué quand même. Une équipe terrible à gérer, il s'en sort pas trop mal. Moi, j'ai toujours considéré la finale de Nice comme un gros échec. Hein. Non, mais il fallait déjà y aller en finale. Oui, mais c'est quand même Pioli. Moi, je vois plus cette campagne 99 comme étant la campagne de Cédric Pioline que comme la campagne d'une équipe. Moi, j'ai toujours vu ça un peu comme ça. Nicolas, ensuite, après, il y a la nouvelle génération qui arrive, mon fils, etc. Et c'est tout à fait différent. Nicolas, tu confirmes un petit peu ce que dit Vincent et que le match, le barrage de Rennes en 2000 avait été vraiment un moment charnière après la défaite au premier tour au Brésil en 2000. Et que là, effectivement, il commençait vraiment à prendre pleinement en main son nouveau job. C'est exactement ce que vient de dire Vincent. Je pense que jusqu'à 99 et ne serait-ce encore sur la campagne de 2000, Cédric était la pièce incontournable de l'équipe et celui qui faisait gagner l'équipe de France, tout simplement. Donc, de par un petit peu le statut qu'il avait, le statut qu'il avait, c'est vrai que la vie de Cédric et un petit peu les directives qu'il pouvait prendre au sein de cette équipe, on pouvait, nous, en tant que jeunes, difficilement faire autrement. Après, sur Rennes, Cédric a été blessé sur cette rencontre. Ouais, et là, il bascule sur notre génération où il y a les résultats, où on bat cette équipe autrichienne à Rennes et où Cédric ne devient plus incontournable et numéro 1 en simple. Et où là, un petit peu, les donnes ont changé et quelque part, sans que ce soit péjoratif ou autre, c'est vrai que notre génération on prend un petit peu le pouvoir. Mais pour revenir tout à l'heure à ce que vous disiez sur le fait que Guy est regretté par le moment d'être un petit peu diplomate, peut-être, mais je pense que s'il n'avait pas été non plus diplomate, il était peut-être rentré un petit peu plus dedans et un petit peu trop dedans, c'est pas sûr qu'on aurait vu Cédric et Fabrice côte à côte à Melbourne et qu'ils aient gagné ce double-là. Et absolument. Donc... Ce qu'il a dit aussi, pour être complètement complet, c'est que si j'avais mis tout le monde dans le mur, je me serais retrouvé qu'avec des remplaçants. Exactement. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur ne serait-ce le rôle et la complexité du rôle d'un sélectionneur. C'est qu'à un moment donné, faut pouvoir dire les choses en toute honnêteté et en toute franchise. Et puis par moment, il faut pouvoir arriver à arrondir les angles pour... L'objectif principal, c'est d'amener les joueurs à jouer leur meilleur tennis sur le week-end. Et puis les joueurs n'aiment pas trop qu'on leur dise la vérité. Rappelez-vous, là, il y a pas longtemps. Rappelle-toi, Nico, il n'y a pas longtemps, quand Guy s'est exprimé sur Richard Gasquet d'une manière normale. Si Richard, à ce moment-là, avait continué à faire les résultats qu'il faisait, qu'il avait été le numéro 1 de l'équipe, elle aurait explosé, l'équipe. Exactement. Et c'est ce qui a très bien aussi dit Guy sur les différentes interviews qu'il a pu faire après ce week-end. C'est que par moment, ce rôle de sélectionneur peut être frustrant parce que ces joueurs-là, on les a pas l'année. Ces joueurs-là, on les entraîne pas l'année. Nous, on récolte le fruit du travail qu'ils peuvent produire tout au long de l'année avec leurs cellules, avec leur staff. Et donc, on ne peut pas forcément avoir une influence énorme sur l'évolution de leur jeu. Nous, on est juste là pour pouvoir les récupérer, faire que cette équipe de France arrive à gagner et donc les mettre dans les meilleures dispositions. Jean-Paul, c'était aussi ton souci principal d'arriver à placer le curseur au bon endroit entre diplomatie et être un homme à poigne lorsque tu étais capitaine ? C'était une autre époque. Quelques loustiques entre les mains quand même. Oui, c'était aussi compliqué. Il y a des moments aussi où j'ai fait l'autruche. Il y a des moments aussi où j'ai mis le point sur la table. Et ces moments-là, je vous garantis, Nico en sait quelque chose. Il a vécu le truc il n'y a pas longtemps en Fed Cup. Quand on dit un jour à une joueuse, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des critères, il y a un cahier des charges à respecter. Quand les meilleurs joueurs que vous avez dans une équipe ne sont pas d'accord... Jean-Paul évoque le cas d'Aravan Rezaï. Oui, voilà. Par exemple. Mais ou de Marion Bartoli. Quand j'ai eu Yann, qui était Noah,
à un moment donné, j'ai dit à Yannick, écoute Yann, tu ne joues plus en équipe de France. Parce que il était le meilleur, il gagnait les simples, il gagnait les doubles. Ça a été, sans lui, on n'aurait probablement jamais eu les résultats qu'on a eu à l'époque. C'était pas les meilleurs résultats, mais on a fait une finale, de demi-finale. Et Yann, à ce moment-là, que je croyais être déconnecté de l'équipe parce que, au lieu de venir le lundi au rendez-vous, il venait le mercredi parce qu'il a une exhibition quelque part, il était en vacances. Tout d'un coup, il me dit, pas du tout, c'est une folie ce que tu me dis là. Moi, je veux jouer la Coupe Davis, je veux la gagner. Donc, Yann, avec ce que tu m'as fait comme problème les derniers temps, ce que tu as représenté comme problème, ça ne va pas être facilement possible. Donc, je me suis éclipsé. J'ai dit, OK, on ne va pas choisir entre un capitaine et un joueur, quoi. Surtout un joueur de la trempe de Yannick. Mais il y a un moment où, parce que c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel, Yannick, il y a un moment où il ne faut pas laisser aller le joueur plus loin que ça, parce qu'il y a des valeurs qui sont à respecter. Et c'est là que se pose le vrai problème, que Guy... probablement, dont Guy fait écho. Est-ce que à ce moment-là, je dois prendre la décision de l'écarter? Je le garde quand même parce qu'il y a un point à gagner. Il y a les valeurs, il y a le résultat. Et quelquefois, regardez ce qui se passe avec Bartoli, quoi. Bartoli, qui ne veut pas jouer en Fed Cup et qui, à un moment donné, se plaint d'être pas qualifié pour les Jeux Olympiques. C'est dommage, c'est vrai, mais pourquoi elle n'a pas joué en Fed Cup? Il y a des règles qu'il faut respecter à un moment, et si on ne les fait pas respecter, tout peut partir à valo. Alors, pour conclure sur cette, on va dire, thématique Guy Forget, Nicolas, toi qui postules à sa succession, qu'est-ce que tu vas aller piocher dans ce qui t'a plu chez Guy Forget si tu devais devenir le prochain capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis? Piocher plein de choses parce que ne serait-ce moi quand je suis arrivé à la tête de l'équipe de France féminine, et puis ne serait-ce, je pense, tout sélectionneur qui arrive en place ayant joué cette compétition et donc étant en contact avec les sélectionneurs, on s'y inspire de toute façon toujours un petit peu. J'ai débarqué moi dans ces équipes de Coupe Davis, c'était les dernières de Yannick. Après j'ai fonctionné avec Guy, donc ayant un petit peu la même vision des choses, que ce soit avec Yann et avec Yannick, forcément, on a quelques atomes crochus sur pas mal de points, sur les valeurs, sur le fait qu'il faut pouvoir donner plus à un moment donné que ce qu'on aimerait recevoir, et se donner vraiment à fond là-dedans. Et voilà, ce serait ça. Et je suis déjà d'ailleurs là-dedans aujourd'hui et depuis maintenant 4 ans avec les filles. Ok Nicolas, alors on va passer dans quelques instants au troisième thème de l'émission, c'est évidemment la succession de Guy Forget. Radio Tennis Play. Alors la succession de Guy Forget, bon sur le papier, rien ne presse alors que notre ami Jean-Paul va quasiment s'en aller. Non Jean-Paul, ce n'est pas fini. Ah, il se mouche. Non, je crois que c'était un coup de fil, il se mouche. Donc je le disais, sur le papier, rien ne presse pour la succession de Guy Forget, puisque la prochaine rencontre de Coupe Davis de l'équipe de France est programmée en février 2013. Cela dit, la FFT a visiblement envie de ne pas laisser pourrir la situation pendant des mois. On devrait connaître le nom du nouveau capitaine cet été, ou alors au pire en septembre. Bon, les candidats, on les connaît, Sébastien Grosjean, Arnaud Clément, Cédric Pioline, on peut aussi évoquer Henri Lecomte. Nicolas Escudé. Attends, j'y arrive. Peut-être pourquoi pas, ce matin par exemple, l'AFP évoquait aussi le cas de Thierry Tulane. Et Henri puis Lecomte, évidemment, Cédric Pioline, Amélie Mauresmo. Nicolas. Nicolas, on a eu le sentiment que tu as pris l'équipe de Fed Cup un petit peu afin de te faire la main en vue de ce poste de capitaine de Coupe Davis. Et comme ça a été assez compliqué finalement avec les filles, est-ce que tu n'as pas peur que ça se retourne contre toi? Ça se retourne contre moi, oui et non. C'est vrai que alors, tu as acquis de l'expérience, et puis Exactement. bon, effectivement, les résultats n'ont peut-être pas été... Il y a évidemment plein de raisons pour ça, mais les résultats n'ont peut-être pas été à la hauteur, évidemment, de ce que tu attendais et de ce qu'attendaient les supporters de l'équipe de France. Non, ça c'est sûr que les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce que j'attendais, ce que je pouvais attendre de cette équipe, d'autant plus que j'avais été appelé par la génération précédente, qui était la génération 79 et la génération d'or en France, avec les Amélie Mauresmo, Nat Dechy et Émilie Loire. Ouais.
Et ces filles-là ont mis un terme à leur carrière juste après un an après mon arrivée. Donc il a fallu faire avec la génération qui est en dessous et la génération actuelle, où c'est forcément un petit peu plus, et voire même beaucoup plus délicat. C'est vrai que quand on regarde aujourd'hui le classement... Elles n'ont pas le niveau, quoi. Nico, tu ne peux pas le dire, toi, mais elles n'ont pas le niveau pour espérer aller dans une demi-finale ou une finale. Il faudrait des miracles, quoi. Ça c'est sûr qu'aujourd'hui, les filles, on n'a pas le niveau aujourd'hui dans le tennis féminin français pour pouvoir aller chercher le trophée. Ça c'est clair et net. Et aujourd'hui, c'est peut-être difficile à dire, mais on est malheureusement à notre place, tout simplement. Bon, alors, quels sont selon toi tes atouts pour briguer ce poste de capitaine de Coupe Davis, au-delà évidemment de ton passé de joueur et même de héros de la finale 2001 contre l'Australie? Justement, il y a déjà ce passé de joueur, parce qu'il faut quand même avoir je pense, une connaissance, y avoir joué, connaître cette compétition, avoir compris comment elle fonctionnait, les émotions qu'elle peut véhiculer, pour pouvoir, je pense, être à la tête de cette équipe de France. Après, voilà, c'est vrai que moi, le fait de fonctionner et d'être à la tête de l'équipe de France féminine maintenant depuis 4 ans m'a fait passer de l'autre côté de la barrière et m'a fait comprendre aussi pas mal de choses auxquelles on ne prêtait pas forcément attention quand on était joueur, où on est plus centré sur son nombril et sa préparation pour être au top le week-end. Et qu'on se rend pas forcément compte du rôle que le sélectionneur peut avoir au sein d'une équipe, toutes les choses qu'il peut avoir à gérer, les conflits qu'il peut y avoir à gérer, comment arriver à essayer de mettre les joueurs et les joueuses dans les meilleures dispositions. Et ça, c'est vrai que je l'ai appris une fois que je suis devenu sélectionneur. Julien, tu lèves les bras. Je regardais la dépêche AFP qui est tombée mardi matin et qui fait un petit peu le point sur tous les candidats en présentant les avantages et les inconvénients, les qualités et les défauts de chacun. Et à Nicolas Escudé, alors dans les plus, il y a son passé de joueur, son esprit Coupe Davis, et dans les moins, il est indiqué que son franc-parler pourrait lui jouer des tours. Je voulais faire réagir Nicolas Escudé à propos de... On dit parfois que tu es un peu trop cash. Est-ce que c'est ton sentiment ? C'est pas un défaut. Oui, peut-être. Mais voilà, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, un sélectionneur doit pouvoir à un moment donné arrondir les angles. Et c'est vrai que j'ai pas mal progressé là-dessus au contact des filles et au vu de toutes les problématiques auxquelles j'ai été confronté avec les filles. Après, voilà, mon franc-parler, j'ai toujours été comme ça, je ne changerai pas. Et je pense qu'à un moment donné, faut être capable de pouvoir dire ces 4 vérités à un joueur, en sachant que c'est pas lui dire ces vérités pour lui faire mal, l'enfoncer ou quoi que ce soit. Mon souci principal est que les joueurs et que les joueuses progressent, tout simplement. Donc c'est dans ce souci-là, et non pas dans un souci de détruire un joueur, détruire une carrière, ou de lui dire les choses cash pour lui dire les choses cash. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'à un moment donné, mettre le point sur ce qui fonctionne, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui vont, mais aussi à un moment donné, en fonction d'eux et en fonction des situations, les choses qui ne fonctionnent pas, pourquoi elles ne fonctionnent pas et comment on pourrait faire que ça fonctionne mieux, tout simplement. Messieurs, est-ce que pour vous, Nicolas est en tête des candidats potentiels ? Mouillez-vous, est-ce que ça va faire un grand capitaine de Coupe Davis s'il est choisi ? Écoutez, c'est relativement simple comme histoire. Comme disons l'habitude maintenant à la Fédération française de tennis et que l'on choisit le capitaine qui a été en majorité, parce qu'il n'y a jamais 100%, élu par les joueurs, c'est le capitaine que la Fédération va prendre, à moins que ce capitaine n'ait un casier judiciaire ou autre. Non, mais c'est vrai. Non, je peux rappeler un petit peu le processus. Effectivement, il va y avoir l'avis des joueurs, il va y avoir l'avis de la DTN, de la présidence, évidemment, et puis du comité directeur de la fédération. Il faut que tout ce beau monde se mette d'accord. Mais il va évidemment, oui, l'avis des joueurs. Si les 6 mecs donnent le même nom, je n'imagine pas une seconde la Fédé aller à l'encontre de ça. Non, bien sûr. Sauf s'ils ne représentent pas les valeurs que l'on estime nécessaires pour être à ce poste. Exactement. Ça, c'est une certitude. Donc, c'est pour ça que le mot de la fédération et que la fédération doit s'investir aussi de cette mission-là, parce que le sélectionneur de l'équipe de France est le garant de cette vitrine qui est la Coupe Davis, tout simplement.
Absolument. Et ça, c'est très important. Donc, Nico est un capitaine potentiel qui est parmi ceux qui sont tout à fait acceptables et qui peut avoir la faveur des joueurs et avoir la faveur du Bureau fédéral et de la DTN. Vincent, moi, je vais me mouiller un peu plus en disant que, mon sentiment, c'est que ils sont trois peu ou prou sur la même ligne. Et il se trouve qu'en plus, ils sont très potes. Grosjean et Scudé. Alors, ils sont très potes et au-delà de leur différence, évidemment, Dieu merci, ils ne sont pas tous les mêmes. Ils ont quand même un socle commun de valeurs, de principes, manière de fonctionner, qui fait que, à la limite, il pourrait y avoir trois capitaines. Ils fonctionneraient bien tous les trois, quoi. Il y a vraiment je pense que Scud ne me dira pas le contraire, mais il y a une connivence et une manière de voir la chose partagée et par Arnaud, Nicolas et Seb, quoi. Et l'idée de faire un ticket avec ou Sébastien Grosjean ou Arnaud Clément, c'est quelque chose auquel tu as pensé? Ça vous arrive d'en discuter tous les trois? Parce que vous êtes quand même dans une situation assez étonnante de briguer un poste alors que vous êtes tous les trois très amis. Ouais, c'est vrai que c'est même, je crois, une première en France, d'avoir autant de candidats déclarés et à un moment donné légitimes pour pouvoir prétendre à ce poste. Mais c'est vrai que voilà, tous les trois, cette génération-là, on est sur la même longueur d'onde quant aux valeurs, quant au fonctionnement de cette équipe de France. On est très proches. Ouais, après un ticket où on pourrait arriver à se retrouver à deux à la tête de cette équipe de France, ou du moins à fonctionner à deux avec le capitaine et un entraîneur. Ah oui, c'est quelque chose qui pourrait totalement fonctionner. Ouais, vous avez tous les trois, vous avez été le noyau dur de l'équipe de Guy au début des années 2000. Et Guy, dans l'équipe d'aujourd'hui, parle énormément de transmission. Pour lui, c'est un des trucs clés du fonctionnement de l'équipe de France et du tennis français. Je pense qu'en termes de transmission entre les valeurs de Yannick et de Guy, puis de Guy et du prochain capitaine, vous êtes pratiquement le symbole, tous les trois, je trouve, de ces valeurs-là, quoi, et du goût de la transmission, je trouve. Les transmissions, c'est une chose, encore faut-il être capable de les recevoir. Et ensuite, soi-même, de transmettre. Donc, voilà, ils ont cette capacité-là. Ils ont pris, Nico l'a exprimé tout à l'heure, ce qu'il fallait prendre. Il y a une expérience déjà affichée, réelle, de l'un des trois. Il y a peut-être un peu d'inexpérience pendant un temps de la part des deux autres. Je crois que le choix va être celui des joueurs. Voilà. Je pense que c'est là que ça va se jouer. C'est pas à mon époque, c'était pas ça. Il faut rappeler quand même que dans le texte, il faut rappeler ça. C'est une chose qui est assez singulière et pas désagréable d'ailleurs. Dans le texte, c'est le DTN, directeur technique national, qui doit choisir le capitaine et l'entraîneur d'une équipe représentative du pays. Et le bureau fédéral, une fois que le DTN a fait ce choix, entérine ou non. À la fédération, les choses ont évolué différemment parce que les joueurs... Patrice Agelower, l'actuel DTN, a un peu moins de pouvoir. Oui, et il l'accepte très bien parce que nommer un capitaine en partant de la DTN, si on n'avait pas une conscience très très nette de ce que les joueurs souhaitent, c'est un capitanat à 1 an ou 2 ans, je veux dire, autrement dit, voué à l'échec. Ce qui était formidable dans l'affaire de Guy, qui est resté pendant 13 ans, c'est que ça a continué malgré les problèmes qui se sont posés. Il a été là pendant un mois parce qu'il a véhiculé tout ce que les joueurs souhaitaient qu'il véhicule et tout ce que la fédération souhaitait que l'on véhicule. En plus de la fédération, c'était le tennis français dans son entier, parce que la presse était unanime dans l'affaire. Donc voilà, et il faut que tout ça soit réuni pour que le nouveau capitaine soit mis en place. Il a quand même été sauvé 2 ou 3 fois par les joueurs. Absolument. Contre l'avis de... Oui, quand on a eu un président qui était pas trop d'accord avec lui, heureusement que les joueurs étaient là. Ah bah oui, ça. Non, mais Vincent a raison, il a été sauvé par les joueurs à plusieurs reprises. Nicolas, avant de te libérer et pour conclure, je ne vais pas te demander d'être un candidat en campagne comme le sont ceux de la présidentielle, mais quelles sont selon toi, pour un capitaine, les 3-4 grandes clés pour mener une équipe de France à la victoire en Coupe Davis ? Difficile de répondre et d'affirmer la vérité d'aujourd'hui, quelle sera la vérité de demain. Mais voilà,
Je pense qu'un sélectionneur et un capitaine doit quand même prendre une certaine distance et une certaine hauteur par rapport à ses joueurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas en être proche, loin de là, au contraire. Mais c'est surtout le binôme à la tête de l'équipe de France qui est important, à savoir le capitaine et l'entraîneur. Et son entraîneur. Toi, t'as déjà des petites idées ? Bien sûr. Des petites idées depuis un bon petit moment. Mais le capitaine doit à un moment donné avoir un certain recul parce qu'à un moment donné, le sélectionneur doit prendre des décisions. Il n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Qu'à un moment donné, je dois prendre mon téléphone pour appeler, en l'occurrence aujourd'hui, une fille ou comme Guy a pu le faire, un joueur et lui annoncer qu'il ne sera pas sélectionné. C'est pas des choses qui sont simples, mais c'est des choses qui sont concrètes et que le sélectionneur se doit de faire. S'il y a vraiment énormément de complicité, d'amitié, c'est d'autant plus difficile à faire, mais c'est le rôle d'un sélectionneur. Et à côté de ça, le rôle de l'entraîneur qui est vraiment le rôle, on va dire entre guillemets, tampon, qui est beaucoup plus proche des joueurs pour arriver à leur faire passer aussi des messages à côté. Voilà moi comment je vois les choses. Ce binôme-là est très important. Très bien. Merci Nicolas de ces quelques minutes avec nous. Et puis on va te souhaiter bonne chance, évidemment. Je dois rester en deuxième. Hein. Pour le barrage de Fed Cup contre la Slovénie. C'est à Besançon les 21 et 22 avril. Alors les joueurs slovènes, on ne les connaît pas très très bien. Je suis allé un petit peu... Je vois Vincent qui est complètement affolé. Je suis allé regarder le classement WTA. Les joueuses slovènes. Hier soir, les joueurs. Ah non, les joueuses. A priori, les joueuses, jouer des femmes. Absolument. Alors il y en a une qui est quand même pas si mal classée. C'est Polona Hercog qui était en demi-finale à Charleston la semaine passée. Et la deuxième slovène, évidemment, c'est Petra Rampre, qui est 156e mondiale. Oui, bien sûr. Vincent est sous le charme. Bon, merci beaucoup Nicolas et puis bonne chance pour ce match de barrage. À très bientôt. Merci, au revoir. Salut Nico. Radio Tennis Play. Bon, je crois qu'on n'a pas trop mal balayé le sujet équipe de France. On va évidemment évoquer les 3 autres quarts de finale parce qu'il s'est passé pas mal de choses sur tous les cours du monde pendant ce week-end. Bon, l'Espagne a battu l'Autriche, on ne va pas en faire des tonnes. Peu d'intérêt là. Voilà, peu d'intérêt. Ce qui est intéressant dans le cas de l'Espagne, c'est qu'elle gagne avec une deuxième équipe, éventuellement une troisième équipe. C'est même pas une équipe B quand même. Non, Almagro, sur mais ils peuvent en mettre. Almagro, Ferrer, bon, ça il y a encore du monde. Oui, même si Ferrer et Almagro sont forfaits, il y a encore du monde. Déjà Nadal est forfait, si Ferrer est forfait, ils peuvent encore gagner en Autriche avec des joueurs qui sont derrière. Donc, et puis bon, ça peut être un peu désespérant. Ils sont capables d'aller gagner au Texas l'année dernière contre les Ricains sur une surface hyper et là, rapide. là, on se dit ils sont injouables quoi. S'ils sont capables de faire ça, c'est très fort, très fort. En revanche, l'Argentine, dans un match de dingo, a dominé la Croatie avec, le vendredi, un Silic-Nalbandian de 5 heures, remporté par le Croate. Un Del Potro malade comme un chien, qui avait des saignements de nez et qui tout de même réussit à battre Ivo Karlovic. Donc on se retrouve à 1 partout. Le lendemain, un double de 5 heures. Silic et Nalbandian se retrouvent en double opposé. 5 heures de jeu. Là, c'est les Argentins qui gagnent. Et le lendemain, le pauvre Silic, il est encore sur le court, complètement rincé. Et là, il se fait ramasser en 3-7, 6-2, 6-1, 6-1, je crois, par Del Potro. Et donc, victoire de l'Argentine. Quel week-end de Coupe Davis. Ça devait être absolument formidable. En Argentine, évidemment, avec un public de dingue. Dans une ambiance extrêmement calme, voilà. je pense. Non, mais ce serait formidable pour Nalbandian de remporter quand même quelque chose de grand dans sa carrière. C'est l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur en activité à n'avoir jamais gagné de Grand Chelem. J'oublie Andy Murray, il y a lui aussi, évidemment. Mais Andy Murray a encore un peu plus de temps. Il a un petit peu plus de temps. Nalbandian a 30 ans depuis le 1er janvier. Il fera certainement pas encore long feu sur le circuit parce qu'au niveau physique, c'est pas ça. Il faut vraiment aller derrière ce joueur, l'encourager pour le voir gagner un grand titre. Jean-Paul, je pense que vous êtes évidemment d'accord. Tout le monde. Faudrait surtout qu'il arrête de se préoccuper davantage d'autres centres d'intérêt parce qu'il a son problème. Il aime la vie, les voitures, il aime la vie, il aime beaucoup de choses. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, tout don qu'il véhicule, il fait, un petit ventre, il fait partie des joueurs qui n'auront pas été totalement au bout de leur talent parce que ils n'auront pas consacré tout ce qu'il fallait à la réussite qu'il peut-être souhaite ou ne souhaite pas plus que ça. Parce que quand on a son talent et la capacité qu'il a de battre les meilleurs à tout moment,
on essaye pendant 1 ou 2 ans ou 3 ans de ne faire que ça, quoi. Voilà. Je pense qu'il a... Enfin, non, peut-être je me trompe, mais je pense qu'il a fait un trait sur un titre en Grand Chelem. Ah oui. Ah bah oui. Mais... Et qu'en fait, c'est la Coupe Davis, son objectif. Et son obsession est devenue, enfin, a toujours été devenue la Coupe Davis, quoi. Il veut être le héros argentin absolu de la Davis. Ça va pas être facile en demi contre les Tchèques. Hein. On va y arriver. Oui, parce que justement, la 4e demi-finale a été très chaude également. C'était à Prague, entre les Tchèques, j'y arrive, et les Serbes, privés de Novak Djokovic, qui ne jouait pas la Coupe Davis cette année et qui effectivement est venu à Monte-Carlo regarder quelques balles du match France-États-Unis. Victoire des Tchèques 4-1, mais l'événement du week-end, ça a été le match du vendredi entre Stepanek et Janko Tipsarevic. 5h07 de jeu, victoire 9-7 du Serbe au 5e set après avoir sauvé 3 balles de match et une fin de match à haute tension avec un Stepanek qui a tendu une main, mais d'une mollesse à Tipsarevic alors je suis allé voir les images sur internet, vous pourrez aller voir, et qui a priori lui a parlé et lui aurait dit: mon pote, tu pues, tu sens mauvais. Et donc les deux hommes ont été il a presque fallu les séparer, donc ça s'est terminé dans une sale ambiance. Et vraiment là, pour le coup, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Stepanek, mais il a vraiment pas été très très sport, parce que alors que Tipsarevic après un match pareil aurait pu exploser de joie, en faire des tonnes, vraiment il était hyper sobre dans la victoire. Et là, Stepanek, c'est vraiment pas bien conduit. C'est un joueur formidable parce qu'il est atypique, marrant, il a une manière de jouer il joue beaucoup du bluff, tout ça. Bon, oui. Il y a un côté extraordinaire chez ce mec. Bon, après, l'homme n'est pas le joueur le plus apprécié du circuit. Non. Je crois me souvenir que Berdych a des problèmes pour serrer les mains aussi. Oui. Hein, donc c'est sûrement pas l'équipe la plus fair-play de tous les temps. Bon, voilà, ça promet J'imagine ce que ça aurait pu donner à l'époque où il n'y avait pas d'arbitre neutre. Il y aurait eu la guerre sur le court. Moi, je les ai vécus ces moments-là, ça a été terrible. Avec le cousin qui était arbitre de chaise, et vous avez connu ça. Hein. 10 fautes de pied en un set, etc. L'horreur, quoi. Bon, pour résumer, ça nous donne donc en demi-finale Espagne, États-Unis et Argentine, République tchèque. C'est pas mal hein, comme dernier carré. Vous voyez ça comment, les amis ? Écoutez, pour une fois, j'aimerais bien que les Argentins finissent par s'imposer. Je ne suis pas sûr que ça puisse se faire, mais ça fait tellement longtemps que ces joueurs, je dis la totalité des joueurs, défendent le coup sur la Coupe Davis et qu'ils s'investissent. C'est une nation de tennis, il faut qu'ils gagnent la Coupe Davis. Oui, mais il y a des nations de tennis qui s'investissent plus ou moins. Regardez là, Djoko, il a gagné la Coupe Davis. Pourquoi est-ce qu'il ne joue pas l'année d'après? Parce qu'il veut gagner le Grand Chelem. Ok, mais Federer, c'est une nation de tennis. Les Suisses aussi, une nation de tennis. Mais la Coupe Davis, il l'a boudé pendant quelques années. C'est un peu dommage. Alors que les Argentins, quoi qu'il arrive, ils y sont. Ce Nalbandian, surtout, qui est souvent hors circuit pendant 2, 3 ou 4 semaines, voire 1 ou 2 mois, subitement pour la Coupe Davis, il réapparaît et il est là, pratiquement sans venir. Donc voilà, je souhaiterais que les Argentins arrivent en finale. Oui, moi aussi, parce que je trouve qu'il le mérite. Après, il y a le cas Delpo, hein. Il n'a pas joué le premier tour parce que ça ne correspondait pas à son programme, on va dire. Je ne suis pas certain qu'il ait un investissement, on va dire, à 100% comme Nalbandian. Donc, sera-t-il là au prochain tour, en demi, tout ça, on ne sait pas trop. Mais c'est sûr que Nalbandian plus Delpo, c'est très fort, et ça mérite de le gagner pour l'histoire, on va dire. Franchement. Contre les Américains en finale, ce serait illogique que les Américains battent les Espagnols sur terre battue. Donc, ce qui est illogique est toujours beau en sport. Oui, donc, alors on va mettre le bémol tout de suite. Si Rafa N est là, l'Espagne sera en finale, point final. Oui, bien sûr. Non, mais pourquoi pas Silence, pourquoi pas? Rêvons, il faut rêver. Nous devons avancer. Jean-Paul Lotte nous a appris à rêver. D'accord avec Julien. Voilà. Allez, on va clore ce long dossier Coupe Davis et on va passer dans quelques instants à l'effet rétro. Radio Tennis Play. Julien, on va se pencher sur l'un des héros du week-end. Quand je dis héros entre guillemets, c'est évidemment Guy Forget. Guy Forget qui va fêter les 30 ans de sa première participation au tableau final de Roland-Garros. 30 ans qu'il est là, quoi, Guy Forget. C'est marrant parce qu'il a annoncé donc la fin de sa participation en Coupe Davis, la fin de son histoire en Coupe Davis, pile presque
30 ans jour pour jour après son premier match dans un tournoi ATP. C'était à Johannesburg dans la semaine du 4 au 11 avril 82. Jean-Paul, donc près de 30 ans, je ne sais pas s'il y a pensé, Guy Forget, je ne pense pas. Et effectivement, quelques semaines après, ce n'était qu'un junior à l'époque, il avait 17 ans, il est de 65, c'était l'un des grands espoirs de la période de la génération 64-65 avec les Pat Cash, les Mats Wilander ou les Joachim Nyström. Quelques semaines après, il joue à Roland-Garros où il obtient une wildcard. Il faudra attendre un petit peu encore pour sa première sélection en Coupe Davis. Vous étiez évidemment capitaine à ce moment-là, Jean-Paul. Et le 4e match de la carrière de Guy Forget est un match culte. Qu'est-ce qui a aguerri Guy Forget? Qu'est-ce qui l'a fait rentrer de plein fouet dans le circuit? C'est ce match. Vincent est paniqué. Ce match contre Ilie Nastase. Oui, absolument. Un match contre Ilie Nastase mythique sur le court 1 de Roland-Garros, match en 5-7 où Nastase n'a pas arrêté de chambrer Guy Forget pendant 5-7. Il est resté calme, Guy Forget. C'est là qu'on a vu que c'était un garçon qui savait vraiment maîtriser ses nerfs et rester très calme, parce que face à Ilie Nastase, qui lui en a fait voir de toutes les couleurs pendant 5-7, il fallait quand même le faire. C'est peut-être un match qu'on pourra voir sur Tennis Play, parce que c'est vraiment une curiosité. Vous avez Ilie Nastase qui fait le sketch sans arrêt. Patrick Fleudrops, l'arbitre de chaise, qui est sans arrêt obligé de le cadrer. Par exemple, Nastase demande à Forget, qui avait donc seulement 17 ans, qui arrivait avec ses frisettes et son petit polo Sergio Tacchini tout rouge. Il lui demande si sa mère est venue le voir jouer. Il lui dit: dis donc, t'as pas école à cette heure-ci, parce qu'il devait être 16-17 heures au début du match. Et il fait semblant de faire pipi contre la bâche au fond du cours. Il n'arrête pas de parler. Il y a des insultes avec les spectateurs, etc. Donc Guy Forget a été très très gêné. Il a réussi quand même à garder son calme. Et l'autre joue à 2 à l'heure. Et il joue à 2 à l'heure. Et sans ce numéro, je pense que Guy Forget, qui a mené 6-1, 4-0 avant de se faire rejoindre, ça s'est terminé 9-7 le lendemain matin au 5e set. Sans ce numéro de Nastase, Forget aurait sans doute gagné plus facilement. Et après, en conférence de presse, Forget a gagné ce match et joué au 3e tour contre Jimmy Connors. Et en conférence de presse, un journaliste demande à Ilie Nastase: qu'est-ce que vous conseillez de faire à Guy Forget pour qu'il puisse avoir une bonne chance contre Connors? Et Nastase répond: il faut qu'il demande à son père d'amener son chéquier. Voilà. Sinon, il n'y a pas de solution. C'est une époque où il y avait quand même des... ils osaient. Il est parfait. Et quelques mois plus tard, vous le sélectionnez en 83 pour... il ne joue pas. Contre les Russes d'abord. Il est dans l'équipe. On se souvient de cette photo. Il est dans les 4 ou il est sparring? Il est sparring, il joue pas. Et après, il joue contre les Tchèques. Et après, alors vous l'avez mis dans le grand bain tout de suite, Jean-Paul. En 84, il faut affronter Yvonne Lundell et Thomas Smith. Lundell qui vient de gagner Roland-Garros. Noah n'est pas dans l'équipe. Il y a Lecomte qui va battre Lundell. Il va faire un match énorme contre Lundell. Et il y a Forget qui va jouer Smith et Lundell. Est-ce que vous vous souvenez, Jean-Paul, de la première fois que vous avez vu Guy Forget? Oui, que je l'ai vu en tant que joueur. Oui, vu la première fois que vous l'avez vu. Ça doit être en 80. Je l'ai vu 80. Même avant, parce que comme cadet... C'était un produit de la Fédé. C'est un produit de la Fédé. Oui, très tôt, quoi. J'ai vu ça. C'était il était filiforme. Très filiforme, je veux dire, une ablette. Il parlait déjà bien. Il avait la voix un petit peu tremblotante, mais on sentait déjà que il avait la tête sur les épaules. Il avait la tête sur les épaules, mais surtout sa mère qui avait la tête sur les épaules, parce qu'il était totalement sous la coupe de maman. D'ailleurs, c'était bien, parce qu'elle a managé sa carrière d'une façon tout à fait remarquable. Elle n'a pas été excessive ni rien. Elle était là comme il fallait. Son père aussi, d'ailleurs, qui était prof de tennis à Marseille. Donc oui, on se souvient de Guy, qui a toujours été celui qu'il est, c'est-à-dire bien élevé, passionné, aimant le tennis, aimant le sport, et puis voilà, il a fait 30 ans de carrière depuis 82 jusqu'à aujourd'hui. C'est beau, hein. Mais sans à-coups frénétiques non plus, lui, avec de belles choses tout le temps. Voilà. Quelques chiffres: 26 rencontres en tant que joueur, 38 en tant que capitaine, 25 victoires et 13 défaites en tant que capitaine. Première sélection donc en 83, il joue pour la première fois en 84. Entre 83 et 97, 49 matchs, dont 25 en double, 4 défaites seulement en double, 0 avec Henri Lecomte. Et surtout le 11/11 avec Riton. Forget Lecomte, peut-être la meilleure paire de doubles qu'on a eu depuis les Mousquetaires en France. J'ai mis une image qui me revient à propos de Guy. On jouait contre les Tchèques dans un hall. C'était un hall dans lequel on jouait au football, mais au football pas à 6, à 11. Et on pouvait rentrer, je sais pas moi, 60 000 personnes dans ce hall. Et ils avaient installé un court de tennis là-dedans avec beaucoup de tribunes. Et puis Guy, à un moment donné, me dit mais c'est énorme, c'est énorme. Alors, je le vois debout à côté de moi et je lui sors un truc, je ne sais pas d'où j'ai pu sortir ça. Je dis: Guy, tu inspires une fois, 2 fois, 3 fois, et à chaque fois que tu passes à côté de Thomas,
tu lui bouffes l'air, tu lui manges l'air, il dit « Mais j'inspire jusqu'au bout !» Je le vois encore mais jusqu'où en train de faire ça, c'était n'importe quoi. Mais bon, voilà, c'était une des images dont je me souviens avec Guy dans cette première confrontation en Coupe Davis. 30 ans d'histoire avec la Coupe Davis et ces images sont revenues un petit peu dans notre esprit, forcément. C'est pour ça qu'on a été ému pendant le discours de Guy Forget. J'imagine que toi aussi, Christophe, il y a peut-être des images de la victoire de 91 qui te sont revenues à l'esprit, peut-être vous aussi, 91 ou d'autres, hein, chacun pioche dans ses propres souvenirs. Melbourne, plus Melbourne. Ah oui, à 91 déjà, j'étais pas à Lyon. J'étais pas né. Non, je n'y étais pas. Et puis, alors que Melbourne, c'était tellement à part, à tous les niveaux. Bon, messieurs, public extraordinaire. Extrêmement en retard. Je suis obligé de vous couper. Bavard, vous êtes bavard. Je vais remercier Julien pour cet effet rétro spécial Guy Forget et on va vite filer au tweet de la semaine dans une seconde. Radio Tennis Play. Le tweet de ces derniers jours est signé Serena Williams car il résume en quelques mots l'ambivalence de l'américaine. Je vous le lis. Quelle journée j'ai eue. J'ai remporté mon 40e titre. Je suis très excité. Mais bon, ce n'est pas le tout. Retrouvez-moi sur HSN de 11h à 13h, 15h à 17h, 21h à 23h. Alors je vous décode tout ça. Serena Williams a remporté le week-end dernier le tournoi de Charleston. C'est le 40e titre de sa carrière. Pas mal, sur terre battue américaine. Et dans le même temps, le truc qui lui vient en tête, c'est de faire la promo de la chaîne de télé-shopping sur laquelle elle travaille aussi. Voilà, donc c'est vraiment assez hallucinant. Voilà. Mais business quel plaisir elle prend à travailler dans une chaîne de télé-shopping Bah écoute, c'est étrange quoi. Je sais pas. On peut se poser la question. Je sais pas, peut-être l'influence de Pierre Bellemare quand elle était petite. Non, mais les deux sont hyper Pierre intéressés Bellemare par la sort de ce corps. Ouais, peut-être qu'elle C'est était assez fascinée par improbable, Pierre ça. Bellemare. Voilà, pour revenir au tennis 2 secondes, Serena elle a été irrésistible à Charleston, ne perdant que 3 jeux en demi et en finale pour battre Samantha Stosur et 6-1. et Lucie Safarova. Stosur qui avait battu Serena en finale de l'US Open. Allez, on continue d'accélérer, on passe au quiz. Radio Tennis Play. Puisqu'on est dans la thématique Coupe Davis, on va y rester jusqu'au bout, les amis. Je vais vous faire un petit quiz. Noah Forget, qui sont donc les 2 derniers capitaines de l'équipe de France, mais qui se sont aussi croisés comme joueurs et ont été partenaires. Alors, je te vois effaré. Effaré, Vincent. M'effare. Forget a remporté 28 titres en double. Ils ont gagné en double. Combien avec Noah ? 16 10 ou 5 ? 5. Je dirais 5. Eh bien non, c'est 10, mes 10, amis. ça, c'est énorme. 10, c'est énorme. Le premier à Monte-Carlo en 86, et le dernier à Orlando en 88. Deuxième question. Lequel des 2 joueurs, mais Jean-Paul, on ne lit pas mes feuilles, lequel des 2 joueurs comme ça, je vais pouvoir dire. a remporté leur seule confrontation en Grand Chelem ? Toi, tu sais, je sais que tu sais. Ah, ils se sont joués qu'une fois alors. Ouais. Oui, En Grand Chelem, ils ne se sont joués qu'une fois. Grand Chelem. Bon, allez, Noah, je dirais. Noah. Bah non, c'était Forget. Eh ben non, c'est Forget. C'est Forget. À Wimbledon, ils se sont joués à Wimbledon. Donc c'est Forget qui a gagné. 3 fois 6-4. C'était gros leur truc. Non, pas du tout 3 fois 6-4. Julien, alors là, je suis effaré de ton erreur. Avec un match entre Forget et Curran ailleurs. Ouais. Oui, parce que c'est 9-7 au 5e set. Donc tu vois, ça avait été une baston. Mais déjà, Noah était jusqu'en 5 Ouais, pas mal. Il n'a jamais dépassé le 3e tour à Londres. Mais le tête-à-tête, au-delà des matchs en Grand Chelem, est évidemment largement favorable à Yannick Noah. 7 victoires à 2. En 86, les 2 hommes ont joué le Masters de double. Quel a été leur résultat ? Perdu en poule. 86. Donc en janvier 85. Ils ont fait un très bon résultat. Ils n'ont pas gagné un match. Ça au pif. Il y avait du monde. Vous êtes vraiment extrêmement défaitiste. Et ça ne me fait pas plaisir. Il faut pas du tout. Ils ont été finalistes. Bande de nouilles. Voilà, ils ont fait un bon résultat. Battus par Stéphane Edberg et Anders Yarid. À une époque d'ailleurs, quand on regarde tous les joueurs qui disputaient ce Masters, il y avait quasiment que des joueurs de simple. Formidable. Voilà. C'était une autre époque. Non, c'était le double. Radio Tennis Play. Allez, on arrive au générique de cette 10e émission de Radio Tennis Play. Merci à vous 3, messieurs. Merci à Nicolas Escudé qu'on a eu tout à l'heure au téléphone. Merci aux équipes d'RTL ainsi qu'à Gwenaël, Florent et Benjamin à Tennis Play.
Vous pouvez toujours nous contacter via notre page Facebook Tennisplay, notre compte Twitter Tennisplay TV. Ah oui, Vincent, je sais que tu es sur Twitter toute la journée. Sur Facebook du matin au soir. Ou par mail à l'adresse contact@tennisplay.fr. Le tennis à la télévision cette semaine, c'est assez maigre. Il y a Casablanca, ATP 250 à suivre sur Sport+, et Houston, ATP 250 également, qui est proposé par avec John Isner, Machen Sport, effectivement. Infatigable. Il partait dès lundi matin à Houston. Et a priori, il revient jouer à Monte-Carlo la semaine prochaine. Quelle santé. Bon, il va peut-être déclarer forfait. Rendez-vous la semaine prochaine, car pour aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, Michel. C'est fini.